Bienvenue dans ce dernier direct du Festi Insta, mois de février. Aujourd'hui, on va se retrouver tout de suite avec Sarah qui nous rejoint. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je me suis mise dehors, donc là on entend des cloches. J'avais envie d'être au soleil. Super. Donc on va parler alimentation et grossesse. Vous allez voir que on parlera pas que de la période de grossesse, mais il y a la période avant et il y a la période après. La période avant, en naturo, on appelle ça, enfin pas en naturo d'ailleurs, partout, on appelle ça la préconception, la période de préconception. Et la période d'après, on appelle ça la période de postpartum souvent. Et le postpartum, on en a beaucoup parlé pendant le Festi Insta. Et notamment, on en a parlé sur la sexualité postpartum avec Julia Simon. Coucou, on va attendre que Sarah nous rejoigne. C'est chouette de se retrouver comme ça avec des rendez-vous planifiés, je trouve ça génial. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le Festi Insta, il tourne énormément autour de la grossesse, de la fertilité. C'était pas vraiment voulu en fait, mais ça a été amené comme ça. C'est marrant comment parfois quand on se laisse porter par des énergies, il y a des sujets comme ça qui viennent. Et je sais qu'il y a des sujets comme l'IVG sacré hier qui apportent énormément d'éléments de réponse. Et c'est pas pour rien qu'ils arrivent. Voilà. Alors je regarde si Sarah est là. Alors pas encore, on l'attend un peu. Je vais vous présenter Sarah comme ça le temps qu'elle arrive. Parce que vous la connaissez peut-être, ça y est, elle est là. Hop. Donc Sarah, vous pouvez la retrouver aussi sur sa page Insta et elle a un blog qui s'appelle Pimp Me Green, où en gros tous les conseils. Amandine, tu m'entends bien? Tu m'entends, Amandine? Alors, tu entends le décalage? Alors, vu qu'il y a un décalage, Je te vois flou. Ah, ok. Alors, décalage, je change d'endroit. Sarah, j'écris, Sarah, peux-tu te présenter en attendant que je change d'endroit? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Sarah Juaz. Je suis naturopathe et sophrologue. J'exerce dans les Alpes et également à distance. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Ma Bible de l'alimentation, de la naturopathie spéciale alimentation végétale crue, dont tu as déjà parlé sur ta chaîne Amandine. Et voilà, et donc j'ai à cœur de partager cette alimentation vivante au plus grand nombre, parce que c'est pour moi une alimentation qui se veut accessible à tous et qui se veut très simple et qui permet à la majorité des personnes de s'astreindre de beaucoup de contraintes liées à la cuisine, le temps de préparation, voilà, les courses qu'il faut tout le temps faire, les grammages extrêmement précis dans les recettes. Tout ça, on peut s'en astreindre et c'est vraiment se reconnecter à soi et à l'énergie qui circule en nous. Donc voilà, moi j'ai à cœur vraiment de partager ça et d'autant plus dans des périodes de la vie telles que la grossesse, c'est encore plus important pour moi et on va l'expliquer au fur et à mesure. Une connexion. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Moi je t'entends beaucoup mieux, ouais. Ok, génial. Donc j'ai rejoint le Wi-Fi. Merci Sarah pour ta présentation. Je vais juste compléter un peu ce que tu fais. Donc du coup, aujourd'hui tu accompagnes. À la base, c'était dans la cuisine. Tu étais même chef cuistot, cuisinière végétale. Parce que tu continues de faire des ateliers. Et tu étais naturopathe aussi. Et après, tu as fait une formation en sophrologie. Oui. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu faisais plus d'accompagnement personnalisé.
Mais en fait, tu continues à former à travers des ateliers et à travers plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu exerces aujourd'hui, comment on peut rentrer en contact avec toi? Oui, alors j'ai limité, on va dire, les accompagnements personnels plus parce que moi-même je Hmm. suis enceinte, donc j'arrive à la fin de ma grossesse, donc c'est plus pour ça par période. C'est aussi parce qu'avec mon compagnon, on construit un habitat groupé, donc on n'a pas Hmm. beaucoup de temps à donner à côté. Et parce que j'ai envie de transformer aussi mon accompagnement, j'aimerais vraiment transmettre d'une autre manière. Donc on prépare une formation aussi pour transmettre au plus grand nombre. Et j'aimerais transmettre au travers d'accompagnements que je commence à faire sur du plus long terme, c'est-à-dire accompagner moins de personnes, mais sur du plus long terme pour que ce soit vraiment du customisé, un peu du coaching en fait. Hmm. Et j'aimerais également le transmettre en présentiel avec un groupe, par exemple de 10-15 personnes, où on part 2-3 semaines ensemble. Et en fait, je transmets vraiment tout dans la pratique. Et il y a des temps informels d'échange, il y a de l'expérimentation. Parce que c'est vrai que quand on fait une consultation et qu'on a 1 heure et demie devant soi pour transmettre Hmm. énormément de choses, c'est frustrant pour moi et pour le client qui est en face parce que il va retenir très peu en fait sur la séance. Et bah, quand il arrive chez lui, même si je lui envoie un doc très précis, bah, il se retrouve seul face à ces nouvelles réformes. Et donc moi, j'ai vraiment envie de dire, bah voilà, on part ensemble et puis on met tout ça en pratique. Si tu as des questions, ben on y répond tout de suite. Et tu intègres par la pratique parce qu'en fait, les informations ne deviennent que de la connaissance que par la pratique. Hmm. Donc ça serait ça, et il y a effectivement l'enseignement en école, dans 2 écoles différentes, chez Vitali Formation et au CFPPA de Hyères, dans le sud de la France. Hmm. Et j'avais envie de t'accueillir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, tu as participé au programme Les Clés de l'alimentation féminine. Oui, Tu as fait 2 modules. Le premier, c'est sur l'alimentation vivante et le deuxième, c'est sur ce qu'on peut supprimer, en gros, ce qui peut être un peu toxique pour l'organisme. Et c'est pour donner les clés et les bases. Et comme je le racontais dans le post, quand tu as tourné les vidéos, tu étais enceinte. oui, Et en fait, j'avais très envie que tu puisses nous partager ça parce que nous partager tes connaissances. Et puis, je me suis dit que tu allais pouvoir aussi y mettre un peu de ce que toi tu as vu parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on lit dans les livres et ce qu'on expérimente vraiment quand on vit la situation. Et je me oui. dis que ça a dû changer aussi. Il y a des choses sur ton rapport à l'alimentation qui ont dû être transformées, à mon avis, par rapport à la grossesse. Oui, donc il y a effectivement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc alimentation et grossesse. Ça va être beaucoup de la théorie que je vais évoquer, mais Mm. dans la pratique, chaque individu est complètement différent et va réagir différemment. Donc l'alimentation, elle sera complètement différente. C'est pour ça qu'on donne pas des programmes tels quels, il faut manger ça à telle heure, etc. Pour moi, c'est complètement aberrant. Chaque personne a une grossesse différente, hein, même pour une même maman, les différentes grossesses vont être différentes. Donc, il faut Mm. vraiment s'écouter et s'adapter. Et effectivement, pour moi, je partagerai peut-être mon expérience à la fin plutôt que Oui, au départ, pour parfait. vraiment, du coup, dire, bah voilà, il y a ça, mais moi j'ai vécu ça, et donc je préfère le partager après. Eh ben c'est super. Et comme ça, on reste dans le suspense. On peut peut-être commencer pour nous dire, pour rappeler vraiment les bases, pourquoi l'alimentation, elle peut avoir une importance dans le domaine de la santé. Et Ouais, je vais même te poser la question, est-ce qu'elle en a vraiment? bah oui. Non, pour déjà, je pense qu'avant de parler d'alimentation, il faut aussi parler de santé. Et donc la Mm, santé, c'est un état hein, de bien-être, mm, mais comme il est défini par l'OMS depuis très très longtemps, c'est vraiment un état de complet bien-être. Donc il ne réside pas seulement en l'absence de symptômes. C'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on est en bonne santé, mais c'est un état de complet bien-être à la fois physique, mental, émotionnel. Donc c'est global sur tous les corps, on va dire, euh, je sais pas comment on appelle ça, les différents corps en fait qu'on a en mm, nous. On n'est pas simplement un corps physique, hein. On a un corps vital, un corps émotionnel, un corps spirituel, tout ça imbriqué les uns dans les autres, et tous ces corps s'influencent. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'équilibre dynamique mm, dans la naturopathie.
Et c'est là que la naturopathie, elle a tout son sens dans la santé, c'est que la naturopathie, elle va viser à booster cette santé, à revenir à l'état de santé naturel en fait qu'on devrait avoir tous en tant qu'être humain. Et la naturopathie, elle va utiliser 10 techniques. Et sur ces 10 techniques, on ne les utilise pas forcément toutes, mais il y a vraiment, on va dire, un trio ou un quatuor de tête. Un petit peu comme les piliers d'une chaise, quand on veut qu'elle tienne debout, et ben la santé pour qu'elle tienne, il faut au moins qu'il y ait ces bases-là. Et ça va être l'alimentation, la gestion du stress et des émotions, l'activité physique, et moi j'ajouterais la respiration, même si elle est inclue en fait dans l'activité physique et la gestion du stress, parce que c'est hyper important. Et déjà si on joue bien sur ces 4 piliers, pas forcément l'alimentation en priorité, hein. Pour certaines personnes, ça peut être le sport ou autre chose. Mais déjà, si on a ces 4 piliers-là, ça va être une bonne base pour une bonne santé. Donc l'alimentation, elle fait partie de ces bases-là et elle a toute son importance là-dedans. Et après, là, dans l'alimentation, il faut pas prendre n'importe laquelle, quoi. Donc moi, je prône l'alimentation vivante, qui est une alimentation végétale crue, essentiellement. Après, avant de parler d'alimentation, j'ai quand même envie d'ajouter quelque chose par rapport à la grossesse. Quand on parle de grossesse, souvent on dit c'est 9 mois la grossesse. Et en fait, c'est bien plus que ça. C'est pratiquement 2 ans, en fait, un processus de grossesse. Parce qu'il y a tout un processus de préparation à la grossesse, donc pour concevoir sereinement. Donc, normalement, en naturopathie, moi, je préconiserais 9 mois, 9 mois de préparation, 9 mois de grossesse et 9 mois de postpartum. C'est ça, la grossesse, en fait. C'est toutes ces 3 grosses périodes de vie. Et alors, pourquoi se préparer on en parle trop peu pour moi. On en parle trop peu et c'est pour moi grave, en fait, de pas en parler. Aujourd'hui, c'est un enjeu de société majeur pour tous les bébés qui naissent et pour la société future. En fait, quand on arrive au monde, on n'arrive pas à 100% en pleine santé, comme si on tombait du ciel, hein. On arrive de 2 êtres vivants que sont le papa et la maman. Et eux, ils ont déjà une histoire, un terrain qu'ils ont eux-mêmes hérité de leurs ancêtres. Et donc, le bébé, il hérite de tout ça. Et donc, si nous, en tant que papa-maman, on a un mauvais terrain, qu'on a une forte toxémie, donc pas mal de déchets, en fait, en circulation dans l'organisme, on va transmettre tout ça au bébé. Donc, déjà, de se dire, je me nettoie en amont, c'est un merveilleux cadeau à faire au bébé pour lui donner vraiment toutes les chances d'être en bonne santé plus tard. Et donc de développer son plein potentiel. Donc pour moi, c'est si on veut être un bon parent déjà maintenant, c'est pas de se dire tiens, je veux un bébé, je vais concevoir tout de suite. C'est non, je me prépare pour offrir le meilleur à mon bébé même avant. Et c'est aussi pour la femme enceinte vivre une grossesse beaucoup plus sereine avec beaucoup moins de symptômes aussi, de se nettoyer en amont. Et ça vient aussi toucher tous les problèmes de fertilité dont on parle en ce moment, beaucoup de problèmes de fertilité et aussi beaucoup de problèmes de maladies chez les enfants, de maladies d'adultes qui arrivent chez les enfants. Donc des leucémies, d'autres types de cancers, des allergies, de l'autisme qui grandit de plus en plus. Et donc tout ça, pour moi, c'est important de se préparer en amont. J'ai vu, je trouve qu'on voit de plus en plus d'enfants aussi cernés, tu sais, avec des cernes, mais tout petits, en fait. Ouais, et ça interroge aussi sur notre état de santé. Et donc tout ça, quand on a une approche en naturopathie ou qu'on regarde le corps, on prend en compte les impacts et tout au niveau transgénérationnel. Mais tu sais, il y avait une question pour le Festi Insta, on pose des questions, enfin on demande à la communauté, à tout le monde s'il y a des questions. Il y a une personne qui a posé la question, je suis tombée enceinte, voilà, c'était pas choisi, il est arrivé. Et oui, alors c'est vrai que tu peux dire, c'est vrai qu'on choisit pas toujours le moment où on tombe enceinte. Des fois, c'est le bébé qui choisit pour nous. Donc, il y a des fois, c'est pas le bon moment. Donc, on a beau essayer, ça marche pas. Puis des fois, on cherche pas forcément. Et puis, c'est le bébé qui arrive.
parce que lui, il a envie de venir maintenant, parce que un bébé, ça n'arrive pas par hasard, ça a toujours aussi... bon, ça, c'est en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais le bébé arrive pour faire travailler les parents. Euh, donc, quand ça arrive, eh ben, déjà, c'est être content. Parce que c'est un merveilleux cadeau de pouvoir être papa ou maman. Donc déjà, on est content et on accueille tout ça. Et un des principes fondamentaux de la grossesse, c'est aussi de ne pas se stresser et de ne pas se mettre des limites, des contraintes, des freins. C'est juste d'accueillir et d'être serein pour le bébé, pour qu'il ressente tout ça. Parce que tout ce qu'on vit, nous, en tant que maman, que ce soit du stress, de l'anxiété, etc., ça va contracter, en fait, nos membranes. Donc, l'utérus et le bébé va le sentir. Il va avoir moins d'espace. Donc, moi, il y a un livre que je conseille beaucoup déjà au niveau émotionnel de lire. C'est Mémoire d'une sage-femme pour une naissance libre, qui est vraiment génial. Et après, en termes d'alimentation, ben, on va mettre en place les choses maintenant. On ira tout doucement, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de nettoyage pour pas que les déchets issus de la détox aillent influencer le fœtus. Mais on aura quand même la possibilité de jouer sur sa grossesse par une bonne alimentation. Je précise que le livre dont tu parles, Marie Bardel, avec qui on a échangé hier, Chemin de naissance, mon IVG sacré, elle est venue parler de l'IVG sacré et elle a parlé aussi de ce livre dont tu parles. Super. Voilà. Donc c'est pas un livre funky à lire, on peut le dire, parce que c'est quand même, c'est un condensé. Moi, ma sœur me l'avait offert, je crois, il y a 15 ans. Parce qu'elle est sage-femme en fait. Donc voilà. Et c'est un condensé, c'est un livre assez pointu quand même avec des recherches. C'est pas le petit livre qu'on feuillette comme ça. Non. Et c'est vraiment une femme qui a quand même plus de 10 ans d'expérience et d'accompagnement justement de cette naissance. Et enfin moi je trouve formidable tout ce qu'elle écrit et ça touche vraiment aux émotions, aux peurs, au spirituel, même si c'est pas encore olé olé, ça reste comme tu dis argumenté et concret. Et donc moi j'aime beaucoup tout ça, ouais. Et je le recommande à toutes les personnes que je suis de le lire, ouais. Il y a une question qui revient par rapport, tout à l'heure tu as parlé de l'alimentation vivante. Tu as dit tout à l'heure que c'était de manger du cru essentiellement. Mais moi, quand je parle d'alimentation vivante, avec certaines personnes, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est vous mangez des animaux ou vous mangez du... Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est que l'alimentation vivante? Oui. Et faire un lien avec la grossesse aussi. Oui. Alors, l'alimentation vivante, et il y a différentes approches qui existent. Donc, si on prend les termes anglais, on a par exemple la raw food, c'est l'alimentation végétale crue telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire essentiellement végétale, avec beaucoup de cuisine, donc beaucoup de préparation en fait. Donc beaucoup de mélanges, des sauces assez complexes, des plats assez préparés, même si ça reste vivant, il y a tout un temps de préparation. Après, on parle aussi de 90-10 ou low fat raw vegan en anglais, donc c'est 90-10 ou du cru faible en gras, en gros. C'est quasiment du frugivorisme, donc on mange quasiment que des fruits et très très peu de gras, d'oléagineux et autres. On peut aussi trouver tout ce qui est paléo, même en cru. Donc le paléo, ça va être beaucoup de produits animaux, viande, poisson, crustacés, etc. Où on va manger pas de céréales par contre, parce que dans le paléo, il n'y avait pas la présence des céréales qui sont arrivées très tardivement. Et il va y avoir l'alimentation instinctive ou sensorielle. Il y a des petites nuances entre les deux. L'alimentation instinctive, c'est celle de Guy-Claude Burger, et l'alimentation sensorielle, c'est celle de Dominique Guyot, qui a été un élève de Guy-Claude Burger. Et donc pour moi, si je devais définir ma vision de l'alimentation vivante, ce serait une alimentation à majorité végétale, sans cuisson. Donc quand on dit sans cuisson, ça veut dire qu'on ne cuit pas au-delà de 42 degrés, c'est-à-dire qu'on peut déshydrater. Puisqu'au-delà de 42 degrés, on estime qu'en moyenne, les enzymes se dénaturent
et donc on perd l'énergie vitale de l'aliment, la charge vitale de cet aliment, puisque les enzymes sont le support de cette vitalité. Donc j'estime que c'est une alimentation comme ça, voilà, végétale, crue, qui doit être simple et frugale, c'est-à-dire que tous les plats hyper cuisinés, comme des pizzas crues, des taboulés avec plein de trucs, des salades avec plein de trucs, tout ça, c'est bien en transition. Mais une fois qu'on a compris que l'alimentation végétale, eh ben en fait, ça ne nous fait pas de mal, ça nous fait même du bien, on va tendre de plus en plus vers cette connexion à notre instinct et donc avec beaucoup plus de simplicité. Donc moi, j'invite à tendre vers une alimentation la plus sensorielle et simple possible. Donc avec des repas qui sont le plus simples, voilà, en termes de composition, qui n'y ait pas 36 000 choses dans un plat. Ça, c'est le principe des combinaisons alimentaires. Plus il y a de choses, plus ça va être complexe à digérer. Et donc, plus la digestion, elle est dure, et ben, plus ça nous consomme de l'énergie et ça peut générer des déchets également. Bien que ce soit du cru, hein. Oui. Et par rapport à ce que tu dis, imaginons, moi, si j'étais enceinte en ce moment, si j'étais enceinte et que j'étais allée voir le médecin, et que si j'étais suivie pour ma grossesse, on me dirait de faire attention à la toxoplasmose, à la listériose et de pas manger d'aliments non cuits. Donc, en gros, là, j'écouterais tes conseils et après, on me dirait à côté, bah non, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, il faut surtout pas manger d'alimentation vivante. Comment moi, je pourrais me positionner par rapport à ça? Alors, du coup, ça me fait rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la préparation. Si notre corps, on l'a préparé en amont, si on l'a nettoyé, si on a rétabli l'équilibre, normalement, on a une bonne digestion et il n'y a aucun souci pour digérer du cru. Après, dans le cru, souvent on dit il faut du cuit parce qu'il y a des bactéries sur les légumes, etc. Ça, pareil, en fait, les bactéries, c'est des bonnes bactéries. Et si on a une bonne flore intestinale, elles vont venir aider et elles vont pas se développer si notre flore, elle est bonne, elle va pas laisser des mauvaises bactéries se développer. De toute façon, c'est ce qu'on dit en naturopathie, la maladie ou les symptômes ne se développent que sur un corps qui le permet. Donc ça veut dire un corps qui est en déséquilibre. Donc d'où l'importance de se préparer en amont aussi pour ces problèmes de listériose, de toxoplasmose, etc. Après, faut aussi sortir de toutes ces croyances, pour moi, qui sont complètement erronées. C'est-à-dire que la grossesse, de base, c'est un processus acidifiant pour la femme. C'est un processus qui va consommer énormément de ressources chez la femme. Alors oui, il y a le papa qui fait le travail au départ, qui va donner un petit spermatozoïde, mais pendant la grossesse, c'est la maman qui gère et qui donne tout ce dont le bébé a besoin. Donc en fait, c'est d'un individu avec une seule réserve pour chaque nutriment, on va sortir 2 individus. Donc c'est extrêmement épuisant en fait pour le corps de la maman. Donc si on donne que du cuit, le cuit ne donne pas de vitalité, donc on va s'épuiser complètement. Et donc si on veut une grossesse sereine, tant pour la période de la grossesse que l'accouchement et le postpartum, il est hyper important d'avoir cette vitalité dans son quotidien et dans son alimentation. En fait, si je devais donner une image, on pourrait prendre le corps humain comme une voiture. La voiture, elle a besoin d'une batterie, donc une énergie immatérielle, et d'un bon carburant. Donc l'énergie matérielle, que sont pour l'alimentation les glucides, les lipides, les protides. Et donc dans l'alimentation, nous c'est pareil, on a besoin de cette énergie matérielle, glucides, lipides, protides, vitamines, minéraux, et on a besoin de cette énergie immatérielle qui va être l'énergie vitale. Et l'énergie vitale des aliments, elle nourrit notre propre énergie vitale. Elle nourrit notre propre banque d'enzymes. Donc tout ça, c'est hyper important d'avoir du cru. Alors je dis pas qu'il faut passer à 100% cru du jour au lendemain, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est d'avoir du vivant dans l'assiette en majorité. C'est vrai que moi, quand je fais des ateliers, j'ai toujours tendance à faire un tour d'horizon au départ et de laisser les personnes parler sur leur parcours, ce qu'elles recherchent, etc. Et souvent, c'est par exemple, je m'appelle Sarah et je suis pas à 100% crue. Et en fait, c'est pas une étiquette d'être à 100% ou d'être à 80% ou autre. On fait ce qui est
et ce qu'on est capable de mettre en place dans son quotidien, parce qu'on a tous des contraintes. Donc, moi, je propose une majorité de végétal dans l'assiette. Mais si on ne peut pas être à 70% ou 90 ou 100% de cru, c'est pas grave. Si on a déjà 60% de cru dans l'assiette, ce qui est la majorité, on a déjà plus de vitalité que de non-vitalité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais écrit le livre que j'ai écrit. C'est que, en fait, les personnes que j'avais interrogées qui avaient eu des pathologies assez lourdes, j'avais demandé à partir de quel moment, de quel pourcentage, en fait, elles s'étaient rendues compte qu'il y avait eu une amélioration qui se mettait en place dans la pathologie. Et moi, je m'attendais à l'époque à avoir au moins du 80%. Je m'étais dit, en dessous, c'est pas possible. Et bien, j'ai été extrêmement surprise puisque la majorité des personnes m'ont dit, bah, à partir de 60% à peu près, ça fonctionne. Donc, plus on a, enfin, pour moi, c'est la base, c'est le minimum, 60%. Après, si on veut aller au-delà, bah oui, on peut aller à 80%, 100%. 100%, c'est plus vraiment quand on a une pathologie avérée. Là, je dirais, il faut aller sur du 100%. Après, du 80%, c'est bien aussi. Merci Sarah. Je réponds, on me dit qu'il y a un peu d'écho. Oui, en effet, je crois qu'il y a un peu d'écho, mais j'ai l'impression que c'est en ce moment, c'est le jeu de nos échanges. Il y a toujours un peu d'écho. Et du coup, j'ai mis je sais pas, l'écouteur là pour justement qu'on ça se passe mieux, mais je sais pas. Je pense qu'il y a un problème de bande passante à certains moments, mais on t'a entendu. Je voudrais juste reprendre ce que tu as dit pour être sûr que tout le monde ait bien entendu, parce que ça a coupé un peu à ce moment-là. Tu disais que quand on est à 60% de cru dans son alimentation, on n'est pas obligé d'être à 100%, mais que tu avais fait des études et dans ton livre, tu le montres qu'à partir de 60%, c'est OK. En gros, d'être en cru, on n'a pas besoin de viser le summum. Voilà. Après, c'est tout cheminement, c'est-à-dire que au départ, on peut commencer à 60%, puis si on se sent bien, on augmente sa part de cru. Hein. C'est clair que plus on peut avoir du cru dans l'assiette, mieux ce sera. Mais déjà, pour commencer, il faut pas se flageller parce qu'on n'est pas à 100% cru du jour au lendemain. C'est ça le truc. Et tu as quelques messages personnels, Sarah, que j'ai quand même envie de te transmettre. Tu as eu plusieurs messages qui disent que tu es belle et rayonnante. Ah, bah c'est gentil, merci. J'en profite parce qu'on avait eu un petit échange, je ne sais pas si tu as envie de témoigner là-dessus, quand tu avais fait les vidéos et que quand en période de grossesse, on a beau bien manger, etc. Et ben il y a des moments où, est-ce que tu as envie de partager là-dessus pour les femmes enceintes qui nous écoutent et qui peuvent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors j'ai quand même envie d'avant de parler de l'alimentation et après j'oublie pas cette question, c'est promis. Donc souvent, si les personnes qui nous suivent là ne savent pas de quoi on parle pour l'alimentation vivante, parce que pour nous ça nous paraît peut-être logique étant donné qu'on est toutes les deux naturaux, mais l'alimentation végétale, pour moi, il va y avoir, on va dire, une pyramide alimentaire à respecter, donc des catégories d'aliments à mettre dans son assiette. Et donc au niveau des aliments que moi je vais recommander, ça va être vraiment des fruits frais. Donc des fruits frais de saison ou pas, hein, si on est attiré par les fruits exotiques. Moi je dis allez-y, puisque les fruits exotiques sont quand même des fruits pour moi physiologiques, on fait partie normalement d'un climat tropical pour notre origine lointaine, très lointaine. Donc beaucoup de fruits et accompagné aussi de verdure. La chlorophylle est extrêmement importante et on a tendance à l'oublier. Donc beaucoup d'herbes aromatiques qui vont aussi aider à la digestion, des feuilles vertes, donc de la salade, des épinards, de la mâche, voilà, beaucoup de verdure et on peut faire des repas qui mixent des fruits et des verdures, c'est compatible. Et justement, ça va permettre pendant cette période de grossesse où on a naturellement une résistance à l'insuline qui s'installe due aux hormones type cortisol qui augmentent énormément. On va créer cette résistance à l'insuline et on va devoir normalement essayer de booster un peu plus notre insuline au niveau pancréas. Mais des fois, le pancréas, il est un peu faible si on n'a pas travaillé sur soi avant et du coup, il a du mal. Donc, on peut des fois être beaucoup plus sensible aux variations glycémiques qu'on va avoir. Et donc, les fruits, normalement, si on les consomme seuls en dehors des repas et qu'on mastique bien, eh bien, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que les fibres qui sont contenues dans les fruits vont limiter le passage du sucre dans le sang. Mais on peut aussi encore plus limiter
ce passage de sucre dans le sang en incorporant plus de fibres. Et le fait d'ajouter des verdures, ça incorpore plus de fibres. Donc on peut faire ça. Après, il va y avoir tout ce qui est graines germées. Il va y avoir tout ce qui est algues de mer et d'eau douce. Donc algues de mer, tout ce qui est wakame, dulce, laitue de mer. Les algues d'eau douce, ça va être la spiruline. On va également avoir le lithothamne, qui est très utilisé pendant la grossesse pour son processus, ses propriétés basifiantes. Et on le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'acidification de l'organisme pendant la grossesse. Et c'est une substance extrêmement riche en calcium biodisponible. Donc là encore, pour une source de calcium dont on va avoir besoin, ça va être une bonne algue. Après, il va y avoir les jus de légumes qui vont aussi être intéressants. C'est le meilleur des compléments alimentaires. Et on va avoir tout ce qui est les oléagineux, les graines, qui vont également être source de bons corps gras et de protéines. Et après, on peut aussi retrouver les fruits secs. Donc les fruits type figues séchées, dattes séchées, etc., qui vont également fournir du bon sucre. Par contre, voilà, faut bien mastiquer, faut bien boire aussi en parallèle pour éviter qu'il y ait trop de sucre tout d'un coup dans l'organisme, parce que c'est une concentration de sucre pour les fruits secs. Et on peut aussi parler je sais pas si on les classe dans les aliments ou les super aliments, mais on peut parler de pollen frais aussi. Le pollen frais, il va venir booster la vitalité, c'est une bonne source de protéines, et en fonction du pollen qu'on choisit, on va pouvoir choisir la fonction qu'on a envie d'aller trouver, c'est-à-dire que le pollen de cis, ça sera plus les ferments lactiques pour la flore digestive. Le pollen de cerisier, ça sera plus pour la B9 et le zinc dont on a besoin pendant la grossesse. Le pollen de châtaignier ronce, il est extrêmement riche en fer, pareil, dont on a besoin pendant la grossesse. Donc il y a le pollen, il va y avoir l'eau de mer, qu'on appelle aussi plasma marin. Ça aussi, pour le côté minéraux et désacidification de l'organisme, ça va être important. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? La soupe miso peut-être aussi. Oui, ça, tout ce qui est alors soupe miso, oui. Moi, il y a un complément. Enfin, c'est pareil, c'est pas un complément, c'est un supplément ou un super aliment. Moi, j'aime bien le Pianto. C'est très peu connu. Je sais pas si toi tu le connais. Oui, je connais. J'ai déjà essayé. Voilà. Et donc ça, c'est un concentré de légumes dans une petite bouteille. Il y a 30 kilos de légumes. C'est pareil, un processus de fermentation, un peu comme le miso. Et donc, ça permet vraiment de faire des bouillons chauds, donc réconfortants, qui en plus vont être très reminéralisants. Ça, c'est une solution. On parlait tout à l'heure, Sarah, en tout début, des femmes qui n'ont pas forcément fait la période de préconception, qui se sentent en état de sous-vitalité pendant leur grossesse. Il y avait la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper. Le Pianto, ça peut être une solution, par exemple, non? Exactement. Ouais, tout à fait. Donc ça, pareil, quand je parle de l'eau de mer, du Pianto, du pollen, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir inclure. Dans les jus de légumes, focaliser sur la chlorophylle et notamment l'herbe de blé. L'herbe de blé, on peut en faire soi-même très facilement à la maison. On achète un petit sachet de graines de blé en Biocop ou en boutique bio, quelle qu'elle soit. On les fait germer, on les met en terre. Ça nous fait une jolie herbe verte, bien verte. D'ailleurs, sur mon blog, tout est expliqué dans un article sur la chlorophylle. Et ça, on le met dans les jus et vraiment, ça donne beaucoup de vitalité aussi. Et alors, il y a un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est une question qui revient souvent, et donc ça m'intéresse d'avoir ta réponse, et je pense que donc c'est Aurore Illumine qui dit « Je lis le 4e trimestre naturel, je pense que tu lis le livre de Julia Simon qu'on a reçu aussi dans le Festi Insta. » Et Julia, donc elle recommande beaucoup les aliments réchauffants en postpartum basés sur la médecine chinoise. Oui, donc je précise, Julia travaille en énergétique chinoise pour information, pour que tu connaisses un peu le contexte, Sarah. Genre, j'ai le livre de Julia. Oui. Alors moi, ce que je pense, c'est que je suis pas du tout contre Julia. Je sais pas exactement ce qu'elle a dit ou quoi que ce soit. Moi, je suis à fond sur le vivant. Je pense que c'est la meilleure façon d'être en bonne vitalité. Pour le postpartum, en fait, sur la médecine ayurvédique ou chinoise, ce qu'on va dire plutôt, c'est j'ai besoin de yang, j'ai besoin de chaud, en fait, d'énergie chaude. Mais ce chaud, on peut le trouver, en fait, dans le vivant. On n'est pas obligé de manger du cuit. Comme tu parlais des bouillons, on peut avoir des bouillons
bon, ça sera cuit, mais on n'aura pas en fait un aliment cuit. On aura juste les minéraux qui sont passés dans le bouillon. Donc ça, tout ce qui est tisane, bouillon de légumes, soupe miso, bouillon avec du pianto, tout ça, c'est très bien pour réchauffer l'organisme. Parce que l'alimentation vivante, ça veut pas dire manger froid. Attention. Euh, c'est manger à une température qui normalement ne dépasse pas, donc on l'a dit, 42 degrés. Donc on peut avoir des aliments tièdes. Et en général, je recommande de mettre les aliments pas au frigo, mais dans la maison en fait. Et donc on aura une température ambiante quand on va consommer nos aliments. On ne sera pas sur du froid. Après, effectivement, pour favoriser la digestion, il faut normalement un peu plus de chaud. Donc on peut consommer de l'eau chaude si on en ressent le besoin. Des petites tisanes. Alors quand je dis chaud, c'est pas bouillant. Hein. L'eau bouillante, elle est pas reconnue par l'organisme. Et que si c'est trop chaud, ça va venir justement brûler nos micro-organismes. Hein. On est plus bactérien que cellulaire en tant qu'être humain. Donc ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi faire des soupes chaudes par exemple. Des soupes chaudes, c'est mixer des légumes crus dans son blender avec de l'eau chaude et ça nous fait une soupe chaude mais qui n'aura pas été cuite. Ça peut être faire des boissons chaudes. On parle notamment du lait d'or en postpartum pour le côté anti-inflammatoire. On peut faire un lait d'or complètement végétal et sans cuisson. On peut faire le fameux pipi du dragon. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est quand on a son extracteur de jus, on passe une certaine quantité de citron, de gingembre et de curcuma. Ça nous fait un sirop jaune pétard. Et en fait, ça, tu le dilues dans de l'eau chaude avec un peu de miel. Et ça, pour le coup, c'est bien en postpartum également. Même pendant la doit être bien revitalisant aussi. Enfin, revitalisant, ça doit booster en énergie, je pense, quand on boit comme ça. C'est ça. Donc, voilà. Pour moi, ça veut pas dire manger froid, manger cru. Et après, pour revenir à la question de l'énergie chaude, l'énergie yang, on peut trouver du yang dans le cru. Si je mange, par exemple, des oranges, c'est des fruits très aqueux, je vais être sur beaucoup de yin, donc quelque chose de froid. Par contre, si à côté, je mange des oléagineux, de l'avocat avec un tartare qui est plutôt gras, là, je vais être sur du yang à fond. Et si je rajoute en plus du sel dessus, là, j'ai mon énergie yang. Donc, il faut, pour moi, adapter et s'écouter. Il n'y a pas de il faut s'écouter. Et normalement, si on s'écoute, d'une prise alimentaire à l'autre, on voit qu'on a envie de plus de yin. Et puis après, c'est plus de yang. Et après, plus de yin. Et après, plus de yang. En fait, ça alterne. Si on fait un repas de fruits, le prochain repas, on n'aura pas du tout envie de manger des fruits. On aura envie de manger un truc avec de l'avocat, des verdures, des minéraux, en fait, qui vont venir changer cette énergie. Donc, si on s'écoute dans la journée, normalement, on a un équilibre sur toutes ces énergies-là. Ok. Et puis pareil, le déshydraté, il contient pas d'eau. Donc, le déshydraté, c'est assez yang. Et par rapport à l'alimentation, parfois on peut combler les carences avec l'alimentation, mais en fonction de son état de santé, on peut pas toujours. Oui. Et donc une femme enceinte qui est en carence, est-ce que parce que souvent on va conseiller systématiquement la B9, tu as dû du coup en entendre parler, c'est quasiment systématique. Quel est ton avis un peu sur les compléments alimentaires qu'on donne de manière automatisée? Alors sur les compléments alimentaires, moi, pareil, je rebondis sur la préparation en amont, en fait. Il est important de se préparer pour avoir un bon intestin, parce que c'est l'intestin qui va permettre de digérer, d'absorber, et par derrière, c'est le système sanguin et lymphatique qui va permettre d'assimiler, donc d'amener le nutriment jusqu'à la cellule. C'est la différence entre la nutrition en naturopathie et la nutrition en allopathie. La nutrition en naturopathie, elle contient vraiment ce concept de digestion, d'absorption et d'assimilation. Donc, si on a un mauvais intestin, finalement, on absorbera très mal, même si on a une super alimentation. Donc, effectivement, quand ça arrive comme ça, une grossesse, sans qu'on se soit préparé, ça peut être bien de se complémenter. Même si on s'est préparé en amont, mais qu'on a quand même peur. Moi, je préfère complémenter quelqu'un qui a peur de manquer
et qui du coup soit beaucoup plus sereine à vivre sa grossesse, plutôt qu'il y ait plein de peurs à chaque fois, mais je vais manquer quelque chose, et ça va influencer aussi le fœtus, ces peurs-là. Donc même si on a fait un travail en amont, des fois je préfère complémenter s'il y a une peur derrière. Donc les compléments alimentaires effectivement qu'on trouve, ça va être la B9. Et la B9, il faut faire attention à la forme de B9, parce que la forme d'acide folique qu'on donne dans les médicaments, au début de grossesse par le médecin, c'est une mauvaise forme. C'est une forme qui est synthétique et qui n'est pas assimilable. Et il a d'ailleurs été montré que ça pouvait générer des pathologies. Il faut prendre une bonne forme, qui est la forme naturelle sous forme de folate. Donc on peut en trouver dans l'alimentation. Et après, on peut trouver des compléments alimentaires naturels qui présentent cette forme de méthylfolate dans les compléments alimentaires. Donc en fait, pour garder la compo, et si c'est juste marqué B9 et qu'on ne sait pas, on essaye de pas y toucher à ce complément et on s'assure que la forme de B9 est bien sous forme de folate. Pareil pour la vitamine B12. Il y a différentes formes. Il y a des formes synthétiques comme la cyanocobalamine, et il y a des formes naturelles, comme la méthylcobalamine, l'hydroxycobalamine, etc. Donc on favorise les formes naturelles et non pas les formes synthétiques. Pareil pour le fer, il y a certaines formes qu'on va éviter, et on va plutôt privilégier des formes comme le bisglycinate de fer ou le pidolate de fer, qui sont beaucoup plus assimilables. Mais pareil, on n'oublie pas l'alimentation. On focalise sur les sources naturelles quand même. Alors, juste un petit aparté aussi sur l'alimentation. Quand je dis c'est végétal cru, c'est au mieux. Mais si on sent qu'on a des besoins pendant la grossesse, si par exemple on n'a pas mangé de poisson depuis 3 ans et que là tout d'un coup on a envie de sardines et de maquereaux, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Donc on va aller, chercher des sardines et du maquereau, mais du coup prendre de la bonne qualité. Pareil, si on a envie d'œufs tout d'un coup, on peut prendre des œufs, parce que dans les œufs, donc on garde toujours le jaune coulant, il va y avoir du fer, de la B12, des vitamines B, des acides aminés dont on a besoin. Donc il faut aussi s'écouter, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la théorie et puis derrière il y a la pratique. Et si on surmentalise tout, on va bloquer l'instinct. Et si on bloque l'instinct, on bloque notre potentiel à identifier ce dont on a réellement besoin. Et comment juste avant, je réponds à ta question que je n'ai pas répondu tout à l'heure par rapport à mon parcours personnel, par rapport à l'alimentation. Donc je disais, c'est bien d'avoir des fruits, des graines germées, des algues, etc. J'ai beaucoup cherché et je continue à chercher, mais je me suis rendu compte que sur la majorité des personnes qui étaient déjà bien dans une alimentation vivante, le premier trimestre était assez compliqué. Il y avait une sorte d'aversion pour le cru. Donc moi, je l'ai vécu. J'ai laissé faire les choses. J'ai mangé ce que j'avais envie de manger, bien sûr, de la qualité quand même. Donc moi, en fait, ce qui passait, c'était des choses qui me semblaient être consistantes et qui me semblaient un petit peu absorber l'acidité que je commençais à ressentir dans mon organisme. Donc c'était plutôt du pain, des pommes de terre, des choses comme ça, et un peu de fromage. Donc moi, je me suis dit, je focalise sur les aliments de qualité. Donc si je prenais du pain de temps en temps, c'était un pain au levain bio. J'achetais pas la baguette blanche du Super U. Si je prenais un bout de fromage, pareil, c'était un bon bout de fromage, du brebis ou de la chèvre, au lait cru. Là, on va pouvoir reparler de toxoplasmose et de listériose, si tu veux. C'était des pommes de terre cuites au vitaliseur, donc à la vapeur douce. On choisit quand même de la qualité et on favorise toujours la simplicité dans l'assiette. Et le corps, il est intelligent. Et ça, je l'ai vécu tout au long de ma grossesse. C'est que dès qu'il y a un besoin, si on est à l'écoute de son corps, on va y aller, on va le ressentir. Donc moi, j'ai eu vraiment des phases de plein de choses. Donc j'ai eu ce premier trimestre où j'étais quand même assez patraque, où j'étais attirée que par des aliments en fait réchauffants. Si on regarde ce que tu me posais la question tout à l'heure, des aliments réchauffants. Moi, les pommes de terre vapeur, si on en ressent le besoin, ça me pose pas de problème d'en avoir dans l'assiette.
Et après, dès que j'ai entamé le deuxième trimestre, je suis revenue à une alimentation quasi 100% crue. J'étais attirée par tout ce qui était algues, graines germées, verdure, etc. Ce qui là est extrêmement reminéralisant et qui va fournir beaucoup de protéines et de bons gras. Et donc ça, en fait, si on regarde les besoins de la grossesse, ça correspond complètement. Et après, là, dans mon troisième trimestre, je suis quasiment en mode quasi fruit. Donc en fait, je ressens les 3 phases où il y a eu ce premier trimestre où finalement le corps se nettoie. Le deuxième trimestre où là, il cherche à avoir énormément de minéraux, tout ce qui est fer, vitamine B, iode, calcium. Enfin voilà, tous les besoins dont on va avoir. Plus de protéines parce qu'on est en train de construire un être humain. Et vraiment ce troisième trimestre où là, on prépare l'accouchement et où je sens que je fais mes réserves de glucose en fait, mes réserves de sucre qui vont être mon moteur pour l'accouchement. Et je précise quand tu dis écouter tes besoins que c'est sans doute je le précise parce que je sais que tu le sais, mais c'est pour tout le monde pour qu'on puisse faire le lien. Parce que moi j'ai une amie qui, quand elle écoutait ses besoins, elle finissait au McDo. Donc c'est pour préciser. Oui, ses besoins face à du vivant. C'est des besoins aussi. Je pense que c'est de là aussi que tu évoquais la phase de préconception, les 9 mois avant la grossesse, c'est que il y a quand même une rééducation pour savoir quels sont nos vrais besoins et pas se mentir à nous-mêmes. Et que là, si tous ces apprentissages sur l'alimentation que tu fais depuis des années, je pense que ça t'a aidé pour la grossesse à identifier tes réels besoins. Complètement. Et c'est le principe de l'alimentation sensorielle. Hein. On dit bien qu'il y a toute une rééducation à faire, ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'on a flouté tous nos récepteurs en fait. Donc il faut vraiment les nettoyer et puis apprendre à s'en resservir, apprendre à se reconnecter à son instinct. Et effectivement, son instinct ne fonctionne que face à des aliments bruts, physiologiques qui existent normalement dans la nature, sans transformation. Donc, on le voit bien que quand on est si on fait l'expérience, face à une salade de crudités ou un repas de fruits, on sait exactement le moment où on va dire stop, là, c'est bon. Et en fait, si on a une assiette de cuit, je sais pas moi, de lasagne ou alors des pâtisseries en face de nous, on n'aura pas ce truc net en fait. On sera oui, une petite cuillère en plus, une petite gourmandise en plus. Enfin, on n'aura pas vraiment cet arrêt net. Et en fait, c'est parce que les signaux sont complètement perturbés face à du cuit. On n'est pas équipé pour ça. Donc, notre instinct fonctionne face à du brut et à du vivant. Donc, si vous avez envie de tester, allez chercher un petit peu les aliments que vous avez dans votre placard. Vous pouvez faire l'expérience même qu'avec des fruits. On parle de plage alimentaire. Donc, on a la catégorie fruits, la catégorie légumes, la catégorie oléagineux, la catégorie protéines, grosso modo. Et donc, on peut faire l'expérience chez soi, soit seul ou on demande à son conjoint ou à n'importe qui de l'entourage de faire l'expérience, de nous bander les yeux. Et on va venir légèrement entailler les fruits pour faire sortir les molécules aromatiques. Et on peut les mettre sous le nez, sans savoir quel aliment est sous le nez. Et se dire, OK, là, ça sent comment? Est-ce que ça sent rien? Si ça sent rien, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin. Si ça sent mauvais, c'est qu'on n'en a vraiment pas besoin. Et si ça sent bon, c'est qu'on en a besoin. Et si on a plusieurs aliments qui sentent bon, on finit par en sélectionner 2 et on va venir alterner et voir lequel le sent le meilleur. Et celui qui sent le meilleur, c'est celui dont on a besoin. Après, avec la pratique, honnêtement, on s'amuse pas à faire ça. Hein. En fait, on sait exactement ce dont on a besoin parce que le corps, il a travaillé et il sait. Je vois une question. Que penses-tu des purges, monodiète, jeûne et cure de jus de légumes pendant la grossesse? Je trouve que c'est important de l'aborder, cette question aussi. Oui. Je peux, on a le temps, je vois pas le temps. Oui, alors oui, on a le temps et il reste 10 minutes, donc on va prendre les questions en effet maintenant. Et j'avais pas vu le défilement de questions, donc merci Sarah, merci. Oui, donc je voudrais répondre à cette question. Moi, je suis partisane de faire des purges également pour favoriser un nettoyage intensif, mais pas du tout pendant la grossesse. En amont, pour s'aider, voire après la grossesse, pourquoi pas pendant l'allaitement, c'est au cas par cas. Mais pendant la grossesse, non. Moi, je suis pas pour faire de purges. Ça, après, c'est ma vision. Il y en a qui proposent quand même des purges pendant la grossesse.
Mais quand on parle de purge, souvent on parle de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin, c'est une huile qui est utérotonique. Et donc, si on le fait pendant la grossesse, après, l'embryon peut se détacher. Et ça voudra dire, moi c'est ma signification, ça voudra dire que l'embryon était pas viable. Mais des fois, c'est pas perçu comme tel. Et des fois, on va mettre la cause sur la purge. Donc du coup, moi, je préfère ne pas du tout proposer de purge pour pas du tout mettre en danger la grossesse. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des organismes qui sont assez faibles. Et si on remet trop de choses en circulation également, on va avoir donc des déchets en circulation dans le sang. Et je rappelle que le bébé est connecté au placenta qui est connecté au sang. Donc on va venir en fait donner des déchets au bébé. Donc on évite les nettoyages trop intenses, les purges, les grosses détox pendant la grossesse. Par contre, aucun souci pour faire des monodiètes. Là, on peut y aller pour les monodiètes, monodiètes de ce qu'on veut. Enfin, moi, plus de fruits avec la saison qui arrive. Des monodiètes de bananes, de mangue, de pommes. Donc voilà, si on n'est pas trop à l'aise avec le cru parce qu'on commence tout juste avec le début de la grossesse, on peut faire des monodiètes qui mêlent du cuit et du cru. Donc par exemple, si on fait une monodiète de pommes ou de carottes, on peut mêler le cuit vapeur avec du cru, donc sous forme de jus, de purée, de soupe, de manger à la croque crue. Voilà, on peut varier. Donc voilà, les monodiètes, j'ai aucune contre-indication et au contraire, si on peut en avoir au moins une journée dans la semaine et un jour de monodiète, ça va être très bien. Après, il y avait le jeûne. Donc le jeûne, souvent on dit il faut pas jeûner pendant la grossesse. Ça pour moi c'est vrai et faux en même temps. C'est qu'on peut jeûner mais à petite dose. C'est-à-dire qu'il faut pas faire des jeûnes qui vont déclencher justement l'autolyse du corps, donc qui va favoriser le relargage de toxines. Mais on peut faire des petits jeûnes. Donc si on veut faire un jeûne, on peut le faire au maximum. Je pense que 24 heures c'est bien. Et voilà, si on fait un petit jeûne régulier, on va jusqu'à 24 heures. Après, on évite. Et il y avait quoi d'autre dans la question? Alors, il y avait les purges, le jeûne intermittent, il y a la question aussi, mais tu as répondu, parce que le jeûne intermittent, c'est des petits courts jeûnes, donc, Oui. et il y avait les cures de jus de légumes. Le jeûne intermittent, moi, je le recommande bien parce que je trouve qu'on n'est pas équipé pour manger dès qu'on se réveille. Normalement, en tant que physiologiquement, en tant qu'être humain, on est censé s'activer pour aller chercher sa nourriture, si on vivait dans la nature. Donc, je pense que de petit déjeuner, dès qu'on se réveille, dès qu'on met un pied en dehors du lit, c'est une hérésie totale. Par contre, on peut commencer par s'hydrater et on mange quand la faim arrive, la vraie faim. Le gargouillement des intestins n'est pas un signe de faim. C'est un signe où l'intestin continue à travailler et à évacuer ce qu'il avait évacué. Donc, le jeûne intermittent, ok. Après, faut pas se flageller, là encore, si on le fait pas tous les matins. Si un matin on a faim une demi-heure après s'être levé, on mange. Voilà. Et il y a une question qui est ressortie, c'est que là, du coup, les femmes qui écoutent vont se dire, bah oui, il faut que je remette plus de cru dans mon alimentation. Il y a énormément de femmes qui ont des maladies chroniques inflammatoires, des inflammations au niveau des intestins et qui n'arrivent pas à mettre du cru. Tu as répondu brièvement tout à l'heure qu'il fallait y aller petit à petit, mais est-ce que tu as un conseil à donner pour toutes ces femmes concernées? Oui, alors justement, les jus de légumes sont une excellente façon d'avoir une bonne proportion de cru sans solliciter les intestins, puisque en utilisant un extracteur de jus, on va séparer la fibre du jus et donc on va enlever les fibres dures, qui sont les fibres insolubles et qui sont celles qui sont irritantes pour l'organisme. Et au contraire, on va garder les fibres solubles qu'on voit peu et qui, elles, vont venir servir de prébiotiques et qui vont venir entretenir la bonne flore intestinale. Donc pour moi, si on a du mal à commencer avec le cru, on favorise une forte proportion de jus de légumes tout en gardant du cuit vapeur un petit peu à côté et un petit peu de cru en plus. Super, merci. Je pense que ouais. Ouais, et juste, on a relancé sur le fromage au lait cru. Moi, en fait, des fromages pasteurisés, c'est des fromages qui ont été surchauffés et donc les protéines sont dénaturées.
Et donc, ce n'est plus un produit qui est assimilable par l'organisme. Donc, si on a envie de fromage, moi, je propose du fromage au lait cru, qui va avoir toujours cette bonne flore bactérienne pour venir entretenir notre bonne flore. C'est un probiotique naturel. Après, là encore, le problème, c'est si on a bien nettoyé et si on s'est bien préparé en termes de flore intestinale en amont. Si on a un déséquilibre de notre flore intestinale, les bactéries du fromage au lait cru peuvent, si elles sont pathogènes, se développer. Et c'est là qu'il y a le problème de la listériose, par exemple. Donc, si on choisit un fromage au lait cru, on évite le petit berger tout seul dans son petit patelin. On prend du lait cru industriel où il y a une charte qualité assez forte. Il reste 5 minutes et il y a 2 questions que je vois auxquelles on aurait pu répondre, mais tu vas me dire si on a le temps du coup, parce que je sais qu'il y en a une par exemple sur l'anémie. Comment on fait quand on est en pleine grossesse et que tu vois on prend des compléments mais en fait l'anémie elle se retire pas. Et il y en a une autre sur le jeûne pendant l'allaitement. Est-ce qu'il est conseillé aussi de 24 heures? Donc je sais pas si on aura le temps de répondre aux deux, mais je te laisse. Je vais y aller très très vite. Le jeûne pendant l'allaitement, si on en ressent le besoin, oui, on y va. En fait, faut s'écouter. Si on a envie de jeûner, c'est qu'on n'a pas faim et donc on jeûne. Par contre, il faut pas jeûner pareil plus de 24 heures parce que après la lactation va diminuer. Donc peut-être des petits jeûnes pareil, en fait, comme pendant la grossesse. Après, pour l'anémie, pour moi, c'est un problème pareil de terrain et de flore intestinale et de foie aussi, parce que les réserves du fer et toute la transformation, il y a beaucoup de choses qui se fait au niveau du foie. Donc en fait, faut plutôt que de symptomatiser, de dire problème de fer, je complémente, il faut aller chercher la cause et se dire ok, si j'ai un problème de fer, d'où ça peut venir? Et donc on va essayer de gérer les causes pour favoriser quand même, limiter l'anémie. Donc voilà, c'est déjà prendre les bonnes sources de fer dont on a évoqué, parce que si on prend la mauvaise source de fer, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre, on parle souvent de spiruline, mais pareil, la spiruline, en fait, il y a plein de qualités de spiruline et la majorité fonctionne pas. Il faut prendre des bonnes spirulines de grade cru, donc non chauffées. Et puis après, voilà, moi je propose de faire attention à l'alimentation, de favoriser les aliments riches en fer et voilà, de faire un travail sur le foie aussi avec des plantes en douceur en plus à côté et surveiller et faire du mieux qu'on peut. Après, voilà, on n'est pas maître de ce qui se passe. Et par contre, effectivement, l'anémie va être aussi un critère important pour l'accouchement. Merci Sarah. Avec plaisir. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose pour la fin? Moi, j'ai envie de partager le fait que la grossesse, c'est pas une maladie. La grossesse, c'est une période de vie qui est formidable, qui est aussi une période d'évolution au niveau psychique pour la femme. Donc, on devient mère, donc on se transforme aussi. Donc, il faut pas focaliser que sur l'alimentation. Il faut vraiment focaliser sur le bien-être, la détente, s'occuper de soi, ralentir, etc. Et l'alimentation est un outil formidable, mais elle ne fait pas tout. Et donc, vraiment se reposer, prendre du temps. On a des problèmes aussi, c'est la période pour le faire. Aller peut-être voir un psychologue, en parler à quelqu'un d'autre, se faire suivre en sophrologie. Pour moi, voilà, c'est voir la grossesse comme un cadeau. Parce qu'on crée la vie et je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux que ça que de créer la vie. Merci Sarah, je crois que ça se coupe au bout d'1 heure, donc ça va se couper dans pas longtemps. Okay. Je voulais juste vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram de Sarah, donc vous le voyez, c'est Sarah Juhat, vous pouvez la retrouver et son blog Pimp Me Green, c'est une mine d'informations. Moi, j'ai bien retenu le message, Sarah, que tu allais lancer des formations prochainement. Vous l'avez vu, c'est hyper instructif. Sarah, elle a creusé les sujets à fond et en plus, elle les a vécus à l'intérieur d'elle. Donc, ça vaut vraiment le coup de la suivre. Je vous la conseille fortement. Et merci pour ce partage et de donner ton temps. C'est magique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Merci pour ton travail et tout ce que tu fais. C'est formidable. Merci. Et merci à toutes d'avoir été là pour ce Festi Insta. Je vous fais des gros bisous et continuez d'apprendre et d'explorer parce que c'est merveilleux en fait d'apprendre son corps. Merci. Tout à fait. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao.